c'est quelque chose d'énorme. Skyrock qui diffuse SCH, qui chante crack, une casserole et ça fait du crack. Cobaladé, Caris qui dit Kalash et charge et cuisine du quecra. Ou encore la zone de non-droit de Châtelet où on vend de la drogue et on blanchit de l'argent sur des chaînes. Nouvelle fois ce qui se passe désormais en plein cœur de Paris depuis des mois, si ce n'est des années, puisque vous savez que les riverains de plusieurs arrondissements sont confrontés à une explosion du deal et de la consommation de crack en pleine rue. Anne Hidalgo et Gérald Darmanin se renvoient la responsabilité de cette situation là aussi depuis des mois. La maire de Paris, qui est par ailleurs candidate à l'élection présidentielle, est sur place. Elle s'est exprimée à son arrivée il y a quelques minutes. On va l'écouter et puis on en parle ensuite. Il n'est pas acceptable de considérer qu'à Paris comme ailleurs, il pourrait y avoir des zones de non-droit. Des zones de non-droit dans lesquelles on pourrait vendre, on pourrait consommer une drogue extrêmement nocive, extrêmement dangereuse qu'est le crack. La préfecture de police de Paris, le préfet de police de Paris a proposé à la ville de Paris, aux élus qui sont là, les maires du 18e, du 19e et à moi-même, d'avoir des lieux qui soient des lieux de tolérance et qu'on change tous les 3 mois pour éviter que la nuisance pour les riverains ne soit trop forte et trop durable. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec cette méthode-là. Bon, Benjamin Morel, la maire de Paris a au moins eu le mérite d'aller sur place. On attend toujours, en revanche, la visite de Gérald Darmanin, qui, lui, n'est jamais venu. On est à 3-4 km du ministère de l'Intérieur. Oui, c'est vrai, c'est délicat de venir quand vous êtes ministre de l'Intérieur et que vous n'avez pas forcément de solution à apporter. Quand vous arrivez et que vous vous déplacez, vous avez forcément quelque chose dans votre bagage à main. Et là, pour le coup, c'est un problème, comme vous l'avez dit, sur lequel les élus aujourd'hui se renvoient la balle et qui est extrêmement complexe à régler parce qu'en réalité, c'est pas seulement un problème de sécurité, c'est d'abord et avant tout un problème de santé publique. On parle d'un nombre relativement restreint de personnes, mais un nombre restreint de personnes qui, aujourd'hui, est dans une situation qui fait que vous ne pouvez ni tout à fait l'enfermer pour l'obliger à se faire soigner, ni tout à fait considérer qu'elle va pouvoir soigner toute seule. Et à partir de là, dès le moment où elle est dehors, elle peut poser un certain nombre de nuisances. Après, il ne faut pas non plus se leurrer. Aujourd'hui, Anne Hidalgo est dans une difficulté, c'est-à-dire qu'elle est à la fois titulaire d'un bilan qu'elle doit porter dans le cadre de la présidentielle, c'est son bilan en tant que maire de Paris, avec du coup un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers compliqués, et ce dossier qui est très médiatique en fait partie. Elle doit essayer d'expliquer qu'elle agit sur ces dossiers-là, tout en étant dans une perspective présidentielle où elle doit montrer que justement, à gauche, elle incarne à la fois une option sociale, écologique, mais également une option républicaine, avec une forme de fermeté. Évidemment, ça, c'est un peu le sparadrap sur la chaussure du capitaine Haddock. Pardon, mais alors, je vais m'adresser à Nathan Dever, là. Moi, il me semble qu'on parle là quand même de questions régaliennes. Il est question de sécurité, il est question de trafic, de consommation de stupéfiants, de violence, puisqu'on parle de viol. Quand on parle de régalien, la responsabilité, elle incombe d'abord au ministre de l'Intérieur. Oui, tout à fait, mais c'est aussi une question de santé publique. J'aimerais rebondir sur ce que vous disiez. Il y a quand même un paradoxe. Mais donc, encore une question régalienne, enfin, pardon, c'est... Oui, bien sûr. Voilà. Mais moi, j'aimerais juste soulever un paradoxe. C'est quand même, ça fait maintenant bientôt 2 ans que la France est paralysée au nom de la santé publique. Vous disiez, on ne va pas enfermer des gens au nom de la santé. On a pourtant enfermé tous les Français parce qu'il y avait un petit risque qu'ils aient le coronavirus. En revanche, là, un problème où on voit vraiment un énorme problème de santé publique pour les gens qui se droguent, dans cette toxicomanie terrible avec des maladies, etc. Pour les gens qui se font, qui subissent, les riverains qui subissent les ravages de la drogue. Et là, on voit que ça fait des mois que le problème est déplacé. Alors, c'est quand même intéressant de remarquer que la santé publique, c'est très, 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 très grave et très important qu'il s'agit du coronavirus. Et quand il s'agit des autres sujets de santé publique, dont la toxicomanie, mais c'est pas le seul, alors là, par contre, on s'en fiche complètement. Voilà, c'est quand même un paradoxe intéressant à soulever. Alexandre Ouizille. Moi, je suis... Oui, mais attendez, clairement, Benjamin Morel l'a rappelé, on ne parle pas là de milliers de personnes. Il y a 200, 300 toxicomanes qui pourrissent la vie, le mot n'est pas trop fort, je pense, de ces dizaines de milliers de riverains. Enfin, il faut voir de quoi on parle. Ces images sont tout simplement ahurissantes. Est-ce que vous trouvez normal que le ministre de l'Intérieur ne se déplace pas et n'arrive pas à trouver une solution pour gérer, encore une fois, entre 200 et 300 personnes? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans notre pays, est normal? Ça vous choque ou pas? Oui, vraiment, parce que je pense en effet qu'on est sur un sujet qui relève de la responsabilité de l'État. Moi, je rejoins ce que vous disiez. La maire de Paris se déplace très bien, mais la vérité, c'est que
c'est un sujet avec pile ou face. Pile, en effet, c'est un sujet de santé publique pour ces gens, mais face, c'est un sujet de sécurité pour l'ensemble des gens qui vivent et qui doivent vivre avec les désagréments de ce voisinage qui est évidemment très compliqué. Donc oui, là-dessus, il y a un problème de désengagement de l'État, mais honnêtement, sur les questions de sécurité, pour être élu local, on a un vrai sujet. Quand on essaye de mettre en place des dispositifs, les fonds interministériels de prévention de la délinquance, etc., sont vides à la mi-année. On est en incapacité de demander de l'aide à la mi-année. Donc on est dans des situations qui sont extrêmement complexes. Donc évidemment, et je partage ce que vous disiez, Benjamin, c'est dur de venir et de n'avoir rien à dire. Donc il faut, à mon avis, que le ministre de l'Intérieur travaille vraiment ce sujet et arrête de se dire que c'est un bon caillou dans la chaussure de Anne Hidalgo. Moi, sur ce sujet-là, ça me révulse. Je le dis, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'autorité. Comment on peut laisser quelques centaines de personnes pourrir littéralement la vie quotidienne de famille avec des enfants? On a fait, alors que ça soit au niveau de l'État et aussi quelque part de la ville de Paris, que déplacer le problème. C'était à Stalingrad, on l'appelait Stalingrad. Ça s'est déplacé au Jardin des Halles, non bucolique, qui est devenu la colline. On est là au cœur de Paris. Voilà. Alors, pas dans l'hypercentre de Paris, mais on est dans Paris intramuros, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Exactement, on n'a fait que déplacer le problème en essayant de cacher comme on pouvait les personnes qui prenaient du crack. La vérité, c'est qu'il va falloir agir fermement. Parce que quelle image ça donne de l'État? Ça donne l'impression que tout est possible et qu'on laisse faire et qu'on a aujourd'hui des riverains qui sont obligés de se défendre, qui sont eux-mêmes en train d'essayer de s'organiser. Moi, je sais que la présidente de région avec Rachida Dati se sont rendus il y a plusieurs mois à l'époque au Jardin des Halles et pour proposer une solution concrète, faisons des centres de désintoxication avec un suivi médical, psychologique, tout ce qui va avec. Mais on ne peut pas se permettre de se dire, eh bien, on les laisse prendre du crack à l'air libre et tant pis s'il y a de la délinquance, des viols. Enfin, c'est juste inadmissible. Alors, on va retrouver tout de suite Tarak Sassi, qui est membre du collectif Paris Anti-Crack. Bonsoir, monsieur. Vous étiez sur place ce soir avec Anne Hidalgo, avec la maire de Paris. Je vais vous demander ce qu'elle vous a dit. Avant cela, dites-nous quel est votre quotidien. Quel est le quotidien des milliers de personnes que vous représentez et qui n'en peuvent plus? Alors, bonsoir, je suis toujours sur place. Nous sommes restés sur notre faim. Là, on entend des disputes entre craqués. Aujourd'hui, maintenant, c'est des toxicomanes qui font des barrages sur les trottoirs, qui disent qui passe ou qui ne passe pas selon qui donne de l'argent. On a installé Thanatos, le dieu de la mort, sur le pont Riquet. On a des toxicomanes qui hallucinent et qui se prennent pour l'aigle blanc. Et nous, on doit supporter ça. On doit supporter aussi ces viols entre toxicomanes au quotidien, ces viols qui peuvent arriver à des riverains. Les instituteurs, je rappelle aussi la mort du pauvre Kélian, qui est un martyr de ce qui s'est passé, un enfant de cœur, un autiste qui était parti acheter à manger et qui est mort, qu'on a retrouvé mort 3 jours après dans un abri de toxicomanes. On est dans ce qui est le plus honteux au niveau européen, on est dans la place du crack. Paris est devenu crackopolis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aussi bien pour le pont Riquet que pour la zone de la Riboisière qui touche la gare du Nord, que pour toutes ces zones-là? On en a marre d'être les otages d'une guerre politique qui est stérile et inutile. L'État est faible. Par contre, quand il faut nous imposer des passes sanitaires et des vaccinations, on a respecté. On n'est pas capable de mettre d'une injonction de soins à des sociopathes et des gens dangereux. Quand on dit ça, Gaïa et Aurore nous traitent de fachos et de toxicophobes, alors qu'on dit juste la vérité. Et à un moment donné, il va falloir que l'État prenne sa responsabilité. Ce n'est pas à Gaïa et à Aurore de fixer les lois et les zones de non-droit sur Paris. On en a marre. Nathan Devers, ça semble complètement surréaliste ce qui se passe. On a les images qui arrivent en direct. Ce monsieur vient de rencontrer la maire de Paris. Vous êtes responsable du collectif des riverains. Et vous nous dites encore ce soir, après des mois et des mois de crise, toujours la même, que ce soir, rien n'a changé, pas d'annonce, statu quo. Rien n'a changé. Rien n'a changé. En fait, le pouvoir est entre Macron, Castex, Véran pour tout ce qui est soins, Dupond-Moretti pour le judiciaire, parce qu'il n'y a pas d'application de peine réellement. On a des toxicomanes qui sont condamnés et qui sont en liberté. Il n'y a rien qui est fait. Soit il y a un travail interministériel, et ça veut dire qu'ils se réunissent tous dans une même salle pour faire ce qu'il y a à faire, avec la mairie et aussi bien même la région et préfecture de région et préfecture de police, soit on court à la catastrophe. La France, l'État français n'est pas prêt face à la crise du crack. Le crack est l'une des plus grosses catastrophes qui a ravagé de nombreux États aux États-Unis.
Et la France n'est pas prête. La France n'est pas prête. Elle est en train de prendre ça avec lascivité, en parlant d'accompagnement, de consommation, de distribution de pipes à crack, de seringues. Mais on est dans la connerie la plus incroyable. On ne pense pas aux riverains, on ne pense pas aux mères de famille qui souffrent. Restez avec nous, Tarak Sassi. On va vous retrouver dans un instant. Je retourne vers mes invités en plateau. Si on écoute ça, on se dit Emmanuel Macron va à Marseille annoncer un plan de quelques centaines de millions. On va montrer les muscles à Marseille. On fait un grand discours sur le Beauvau de la sécurité. Enfin, à quoi ça sert d'avoir un discours extrêmement fort sur la sécurité? Emmanuel Macron parle beaucoup de sécurité depuis quelques mois. Si on n'est pas capable de gérer ce genre de problème, encore une fois, on est à 3-4 kilomètres de l'Élysée et du ministère de l'Intérieur. Oui, alors le Beauvau de la sécurité, etc., la loi de programmation, elle n'est pas encore là. Non, mais ce que je veux dire, vous m'avez compris, c'est à quoi ça sert de montrer les muscles si sur le terrain, on n'est pas capable de gérer ce genre de problème? Parce qu'en réalité, le problème est assez difficile à gérer. Et je dis, il ne faut pas se cacher. Si jamais le maire de Paris ou si jamais Emmanuel Macron avait eu le pouvoir magiquement de faire disparaître ce problème, et vous avez rappelé les chiffres, qui touchent 200-300 personnes, en tout cas qui concernent une minorité active de 200-300 personnes, qui aujourd'hui nuisent profondément à la vie de plusieurs quartiers de Paris. Il l'aurait fait. C'est-à-dire que politiquement, personne n'a intérêt à voir cette solution pourrir. Pardon, mais c'est peut-être encore pire ce que vous nous dites. Ça veut dire qu'une grande puissance et qu'un grand pays comme la France n'est pas capable de gérer 200 ou 300, 400 personnes, si vous voulez, 400 personnes au cœur de Paris. Mais c'est dramatique, mais il y a un problème de droit en réalité. C'est-à-dire que vous avez deux options. Soit vous considérez que vous ouvrez des salles de shoot et que ça va permettre, c'est la proposition d'Anne Hidalgo qui a été approuvée par Matignon il y a quelques jours. Donc, grosso modo, quelle est l'idée de cette proposition? Je ne suis pas en train de la défendre. J'essaie de l'expliquer. L'idée, c'est pas de dire on va permettre aux gens de se droguer parce que se droguer c'est amusant. C'est de dire il faut arriver à soigner ces gens. Pour ça, il faut les connaître. Il faut avoir accès à eux dans un cadre à peu près sain pour leur dire grosso modo, voilà comment est-ce que vous pouvez vous faire soigner et voilà comment est-ce qu'on peut vous prendre en charge. Pour ça, la salle de shoot est une façon à la fois de préserver leur santé et de s'adresser à eux. Soit vous décidez de les enfermer d'office. Le problème, c'est que ça pose de vrais sujets de droit. Et on n'est pas dans le même sujet que le confinement. Avec le sujet confinement, on est dans un sujet de police administrative. Il s'agit d'éviter que vous ayez une épidémie qui se répande. Donc, vous mettez en place une norme qui permet de prévenir un risque en ciblant l'ensemble de la population. Là, il s'agit de considérer qu'il y a un crime et un délit qui a été commis et que ce crime ou ce délit peut amener à une forme d'enfermement. Seulement, là, vous avez une disproportion potentielle de la peine. Et donc, du coup, vous avez une justice qui bloque. Si vous considérez que vous avez une personne qui réellement est dangereuse et que cette personne-là, parce qu'elle est dangereuse, doit être enfermée, c'est possible éventuellement de l'hospitaliser d'office. Mais c'est au cas par cas. Ça ne peut pas être une décision générale. Or, ce cas par cas, évidemment, ça brasse un certain Pardon, mais là, visiblement, il y a quand même des gens dangereux qui sont toujours dehors. Ça semble assez flagrant. Bon. Il faut les interpeller, il faut arriver à montrer qu'ils le sont, ça prend du temps, et donc c'est un vrai problème de droit. Puisque vous avez parlé des salles de shoot, et je vais vous faire réagir, Nathan Devers, ensuite, précisément, Anne Hidalgo, qui était sur place il y a encore quelques minutes, a rencontré une de ces toxicomanes, et voilà l'échange auquel les journalistes sur place ont pu assister. Il serait bon peut-être qu'on voit qu'on comprenne que les salles de shoot ne sont pas une réponse tellement, aussi efficace qu'on puisse le penser, parce que le toxicomane suivra le dealer qui, lui, ne viendra pas à la salle de shoot. Au départ, il y a le deal et il y a le dealer. Donc voilà, si on s'attaque au dealer, c'est d'ailleurs ce qu'on demande, qu'on s'attaque au dealer. S'attaquer au dealer ne réglera pas le problème. Nous en serons les premières victimes en première ligne. Bon, je me tourne vers vous quatre. Les salles de shoot, Nathan Devers, c'est une solution. Elle a au moins le mérite de faire une proposition, ce qui n'est pas le cas pour l'instant du gouvernement, du ministre de l'Intérieur. Alors, bonne ou mauvaise, je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais au moins il y a une proposition. Comment vous la jugez, cette proposition? Plus de salles de shoot dans Paris? Les salles de shoot ou salles de consommation à moindre risque, ce qu'il faut dire déjà, c'est que c'est un procédé qui a été utilisé dans beaucoup de pays d'Europe et qui marche dans beaucoup d'autres pays, comme par exemple en Suisse. Ça a deux buts. Le premier but, c'est de faire en sorte que pour les toxicomanes, quand ils se droguent, ils n'aient pas de risque de maladie, comme l'hépatite C avec les seringues. Et donc, ils se droguent de manière aseptisée ou hygiénisée. Et le deuxième but, c'est qu'ils ne puissent pas nuire à autrui quand ils se droguent. Et donc, dans les salles de shoot, on leur demande de s'isoler dans des endroits après s'être drogués. Ils en sortent uniquement que quand ils redeviennent en état normal. Alors ensuite, la grande question, c'est où placer les salles de shoot ?
Évidemment, quand on les place dans un centre-ville, ça peut pas Oui, parce marcher. que, pardon, mais encore une fois, j'imagine que personne n'a envie d'avoir une salle de shoot Non. en bas de son immeuble. Justement, toute la différence entre la France et les autres pays, c'est que, notamment en Suisse, c'est placé dans des entités hospitalières. Par exemple, en France, ça pourrait être, je sais pas, à la Salpêtrière ou dans des grands hôpitaux, il y a de la place, on pourrait les mettre et donc ça ne nuirait pas aux riverains. Mais j'aimerais juste dire une chose, c'est que Tarek Sassi posait la bonne question tout à l'heure. Et on va retourner le voir juste après. Ah, oui. Mais il posait la bonne question, c'est-à-dire... Quand il s'agit des toxicomanes, là, il n'y a pas d'autorité. Et ça fait des mois qu'il ne se passe rien, que les gens viennent, ils parlent, ils disent « Ah oui, c'est un problème, on verra, etc. » Et que, donc, c'est 300 personnes, comme vous le disiez tout à l'heure. En revanche, quand il s'agissait de confiner 60 millions de personnes, de leur demander de mettre des masques, de leur demander de mettre des passes sanitaires et toutes sortes de, comme il l'a dit lui-même, je le cite, de conneries, alors là, il y avait de l'autorité. Et pourtant, c'était des mesures absurdes. En revanche, 300 personnes qui posent un réel problème avec des meurtres, des viols, etc., là, c'est pas un problème. Donc là, en effet, il y a une politique de santé publique qui est totalement irrationnel, qui est de 2 poids 2 mesures et qui est absolument insupportable. Mais Fatani Idriss, ce que dit Nathan Dever est juste. Comment voulez-vous demander aux Français de respecter l'autorité de l'État, notamment aux plus jeunes, en voyant ces images? De toute façon, c'est symbolique de la crise d'autorité de l'État. Et là, aujourd'hui, on est confronté à un problème avec quelques centaines de personnes. Mais il faut savoir que le crack, c'est un fléau. Et que demain, qu'est-ce qui nous dit que ça ne fera pas effet boule de neige si on n'essaye pas de mettre fin maintenant et de manière ferme à ce fléau. J'entendais M. Sassi qui parle et qui porte la voix de tous ces riverains qui sont excédés. Mais soyons fermes, trouvons une solution. Enfin, je veux dire, consommer du crack, ça reste aussi un délit. Comme les salles de shoot, j'entends, mais après, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il faut aussi travailler sur l'acheminement du crack. Sinon, on risque d'être débordé par des vagues de crack qui arriveront. Et Alors, on n'aura plus à ce moment-là quelques centaines de personnes à gérer, mais beaucoup plus. C'est pour ça que je suis pour les centres de désintoxication qui prennent le problème dans leur ensemble. Alors, on va demander à Tarek Sassi précisément ce que vous pensez de ces salles de shoot. C'est une proposition d'Anne Hidalgo. Est-ce que ça vous semble de nature à résoudre le problème ou une partie du problème ou pas du tout? Moi qui ai vécu au Canada, je peux vous dire que les salles de shoot, et je vais employer un terme assez grave, c'est de la merde. Ça n'a rien apporté. La Riboisière, c'est devenu une zone de non-droit. C'est l'insécurité, la gare du Nord. C'est impossible. On parle des 300 toxicomanes qui sont sur le pont Riquet, mais est-ce qu'on parle des toxicomanes qui ont repeuplé les portes de Paris, de Porte de la Villette jusqu'à Porte de la Chapelle, de Porte de la Chapelle jusqu'à Porte de Clichy et au-delà, de Porte de Cligny-en-Cour, mais c'est une zone, mais c'est impossible. Jaurès, Stalingrad, Flandre, tout a été repeuplé avec des toxicomanes. On donne des chambres d'hôtel à des toxicomanes et les vrais sans domicile fixe sont à la rue. C'est ça qui est le plus incroyable. Mais je dirais encore plus, on ne fait rien sur la prévention. Et là, je vais vous balancer quelque chose d'énorme. Skyrock qui diffuse SCH, qui chante crack, une casserole et ça fait du crack. Cobaladé, Caris qui dit Kalaché charge et cuisine du quecras. Ou encore la zone de non-droit de Châtelet où on vend de la drogue et on blanchit de l'argent sur des chaînes YouTube. Voilà, sur des chaînes YouTube. Ce que vous voulez dire, Tarek Sassi, c'est qu'il n'y a pas eu de prise de conscience globale de la part de certains Français et peut-être même du gouvernement qui permettrait de sortir de cette impasse. Bon, on vous a bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous étiez avec la maire de Paris, donc, qui était sur place en début de soirée. Merci d'avoir été avec nous. On va écouter une commerçante de ce quartier à Paris, qui évidemment est au bout du rouleau. Elle nous raconte quel est son quotidien. Et écoutez bien parce que sincèrement c'est complètement effarant. La moitié de notre clientèle due à des vols qui avaient lieu en terrasse, dû aux agressions physiques, notamment des crachats, des insultes verbales. Il y a eu des agressions physiques aussi. Il y a eu des vols de sacs et il y a eu des chapardages en fait dans les plats directement. Où ils se servaient dans les plats de nos clients et malheureusement on ne pouvait rien dire. On était un peu démunis face à la situation, donc on a mis en place un agent de sécurité qui est là du lundi au dimanche midi. Les gens avaient peur de se remettre en terrasse, on a perdu beaucoup de monde. Le quartier a été déserté, il y en a énormément qui déménagent ou qui changent clairement de quartier pour aller déjeuner, ou qui prennent à emporter pour ne pas être embêtés justement dans la terrasse. Bon, voilà, Alexandre Ouizy, quand on entend ça, vraiment, on est complètement effaré. Ouais, Elle est obligée, cette restauratrice, de payer à ses frais, évidemment, un agent de sécurité. Et puis, elle vous raconte, vous avez des clients attablés en terrasse. Et puis, vous avez des toxicomanes qui viennent se servir dans leur assiette. Et encore une fois, on rappelle que là, on est au cœur de Paris. Ça semble complètement hallucinant, hein, mais on est au cœur de Paris. Bon.
Oui, je pense que les gens qui vivent ça sont totalement désemparés. Et ils trouvent des pis-aller en eux-mêmes assurant leur sécurité, ce qui n'est pas leur rôle, en embauchant des gens pour faire cela. Et je pense que ce que vous disiez était très juste. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous évoquez la question des filières, la question des dealers, en fait, c'est ça le sujet. Aujourd'hui, il y a, je ne vais pas dire ce mot-là, mais il y a un certain nombre de personnes qui ont des problèmes de crack. La question, c'est comment on endigue aussi le fléau, comment on arrête le robinet à un moment. Et là, pour le coup, à mon sens, la responsabilité du ministère de l'Intérieur, elle est écrasante. Allez, ce sujet. vous restez avec nous. On va parler dans la deuxième partie de cette émission du match à distance entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Éric Zemmour qui vient perturber grandement l'entrée en campagne de désormais ancienne présidente du Rassemblement national. Ce sera juste après le journal avec Elliot Deval. Bonsoir Elliot. Bonsoir Yoann. À la une de l'actualité ce soir, le président Joe Biden qui s'est exprimé à la tribune des Nations Unies pour l'Assemblée générale. Et pas un mot pour la France, malgré la crise diplomatique entre Paris et Washington. En cause, ce contrat du siècle rompu par l'Australie. La France qui se voit shipper une commande de 12 sous-marins au profit des États-Unis. Les explications depuis New York avec Elisabeth Guedel. Pour son premier discours à la tribune des Nations Unies, Joe Biden s'est présenté en champion des alliances et du multilatéralisme, en rupture avec la politique menée par son prédécesseur Donald Trump. Sauf que le président américain a tout simplement oublié de mentionner la crise ouverte avec l'allié historique des États-Unis. Pas un mot sur la France, pas un mot pour rassurer Emmanuel Macron. Pourtant, Joe Biden l'assure, l'Amérique est à nouveau un partenaire fiable. Les États-Unis vont montrer l'exemple de leurs valeurs, de leurs forces, seront en concurrence, défendront leurs alliés, leurs amis, s'opposeront à toute tentative de pays plus forts de dominer les pays plus faibles ou d'imposer des changements de territoire par la force, par la contrainte économique, par l'exploitation ou la désinformation. Des mots qui ne suffiront pas à apaiser la colère de Paris. Pour preuve, la France n'avait envoyé pour assister au discours du président américain qu'un simple diplomate, c'est inhabituel. Ni l'ambassadeur de France à l'ONU, ni le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, pourtant à New York cette semaine, n'étaient présents dans l'hémicycle. Emmanuel Macron et Joe Biden n'ont toujours pas eu leur conversation téléphonique. Une réaction à présent, celle de Nicolas Sarkozy, interrogé sur cette crise entre la France et les États-Unis en marge d'une séance de dédicace pour la sortie de son nouveau livre, l'ancien président de la République, qui vole au secours de l'actuel président de la République français. Écoutez. Moi, je trouve que le président Macron a eu raison de réagir fermement. Entre alliés, ça ne se fait pas. C'est inadmissible. Quand on est amis, ça donne des droits et ça crée des devoirs. Et agir comme cela, ce n'est pas admissible. Il faudra en tirer les conséquences. On vient d'en parler dans notre débat dans Soir Info à Paris ce soir. Anne Hidalgo était en visite au Jardin des Halles. Un quartier du nord-est de la capitale, toujours gangréné par les consommateurs de crack. Ils ont pourtant été chassés du parc en juin dernier. Mais le trafic ne désemplit pas. Les riverains sont excédés. Anne Hidalgo qui en appelle au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Écoutez. C'est inacceptable. Cela fait des mois qu'avec les riverains, qu'avec les maires d'arrondissement, nous dénonçons cette situation. La réponse du préfet de police, elle est de dire il faut accepter pour un temps ici, dans 3 mois ailleurs, ces situations de deal à ciel ouvert, je ne l'accepte pas. J'en appelle au ministre